Alors, merci pour cette introduction. Avec ça, vous m'avez mis un peu la pression. Alors, j'ai toujours coutume de dire quand on a la pression, il faut aller en boire une. Donc, c'est peut-être ce que j'irai boire après cette présentation. Alors, je suis venu vous parler de café, bien entendu. Comment promouvoir l'image d'une entreprise. Alors, on a ici un public de personnalités qui travaillent pour beaucoup comme chef d'entreprise, de PME. Peut-être vous vendez des assurances, des voitures. Donc, j'essaie de faire une présentation qui soit relevante parce que tout le monde ne peut pas se payer Georges Clooney et avoir quelques millions à disposition dans le budget marketing. Mais l'image de marque ou l'image d'une entreprise, ce n'est pas seulement sa notoriété, c'est surtout la confiance qu'elle véhicule pour le public, les consommateurs, les partenaires et puis aussi les employés qui travaillent dans cette entreprise. Donc, si on relie l'image à la notion de confiance, je pense que là, on a un thème qui est transversal, qu'on travaille pour une multinationale ou une filiale nationale, comme c'est mon cas, ou encore une PME régionale ou locale. Donc la confiance et l'image, elle se construit sur plusieurs années. Et puis je pourrais dire qu'après 15 ans passés chez Nespresso, je dirais que l'image se construit autour de 3 éléments. Tout d'abord, savoir décrire ce qu'on fait, le quoi, et puis comment on le fait. Ce sera pour après, ou une petite bière. Premièrement, décrire ce qu'on fait. Deuxièmement, comment on le fait, le comment. Et puis troisièmement, pourquoi on le fait. Finalement, le quoi, c'est de décrire les produits avec une certaine passion, de les expliquer. Comment on le fait, c'est d'arriver à décrire dans quel esprit, avec quelle valeur on commercialise ces produits et ces services. Et puis le pourquoi, c'est de savoir expliquer aussi ce qui donne du sens à l'entreprise dans laquelle on travaille. Et lorsque vous êtes collaborateur, cadre ou employé et que vous trouvez du sens dans votre travail, au-delà de faire de l'argent, eh bien à ce moment-là, vous avez un supplément d'âme qui enrichit l'image de l'entreprise et qui va donner donc une image d'entreprise plus dense, plus riche et donc plus intéressante aussi au final pour les consommateurs. Donc avant de commencer autour de ces 3 axes, le quoi, le comment et le pourquoi, je voudrais juste vous présenter un film qui a été développé pour nos collaborateurs et futurs collaborateurs qui décrit en fait en 2 minutes ce que nous faisons, toute la chaîne de valeur Nespresso, depuis la ferme de café jusque dans votre tasse. Ce film s'appelle Le geste parfait. C'est un film qui décrit toute l'importance que nous accordons à chaque geste du quotidien, qu'ils soient intellectuels ou manuels. C'est des gestes simples, mais vous le verrez dans ce film, ce ne sont pas de simples gestes. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home.
ici que ce film dédié à nos collaborateurs, finalement, montre que la promotion de l'image d'une entreprise, elle commence d'abord à l'intérieur. Quand vous avez des collaborateurs qui comprennent bien toute la chaîne de valeur, justement du champ de café en passant par les collaborateurs, les partenaires et puis jusqu'aux actionnaires, vous avez aussi des collaborateurs qui croient un peu plus à ce qu'on fait et à la manière dont on le fait. Donc, je vais passer maintenant un peu au comment nous le faisons, comment est-ce que nous créons cette valeur partagée tout au long de la chaîne de valeur. Et ce comment, c'est d'abord en partageant des valeurs communes. Alors, on a un grand travail qui se fait en interne chez Nespresso Suisse sur certaines valeurs qui paraissent universelles, évidentes, mais jusqu'à pouvoir faire en sorte que chaque collaborateur vive ces valeurs au quotidien, il y a un énorme travail. On utilise cette petite maison des valeurs qui incarne pour nous quelques idées fortes, quelques lignes directrices dans notre comportement au quotidien, envers les partenaires, les collègues, les fournisseurs et puis les clients. Cette idée forte, ces valeurs, ça peut paraître un peu philosophique, mais je peux vous assurer que ce qui se ressent à l'intérieur d'une entreprise, quand vous dirigez 700 personnes, ça finit par se ressentir à l'extérieur, et ce sont des centaines de milliers de clients qui ressentent aussi la relation privilégiée qu'une entreprise peut avoir avec eux. Mais d'abord, ça commence à l'intérieur, avec des valeurs très fortes, des idées fortes. Alors, pour être un peu plus concret, parce que ça peut vous paraître un peu philosophique, je vais m'atteler maintenant à décrire un peu concrètement ce que signifie, par exemple, la valeur du respect chez Nespresso. Si on parle de respect, il y a 3 axes autour desquels j'aimerais discourir aujourd'hui. C'est ces notions de respect du capital financier. L'argent n'est pas sale, il fait partie de l'entreprise, c'est comme le sang dans un corps social, il doit circuler. Respect du capital financier, respect du capital humain, qui constitue évidemment l'entreprise, et respect également du capital environnemental. Si on essaye de jouer sur ces 3 axes, la valeur de respect prend tout son sens, vous allez le voir. Donc très concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Je commence par le respect du capital financier. Si on parle d'argent, je suis personnellement très fier de communiquer à mes collaborateurs que nous appartenons à un grand groupe, Nestlé, qui a son siège à Vevey, bientôt fondé il y a 150 ans, et que dans l'SMI, Nestlé, qui pèse 20%, a créé ces 10 dernières années plus de 30% de la croissance et de la croissance, donc de la valeur accrue du SMI. Donc un tiers de la valeur boursière du SMI est liée à notre maison mère. Donc je pense que les retraités, les fonds de pension et les nombreux actionnaires qui sont encore en Suisse peuvent se réjouir de cette création de valeur évidemment pécuniaire, monétaire dans ce pays. D'une autre part, on a ici une petite photo qui a été prise à Avenches à l'époque de l'inauguration du 2e centre de production dans lequel Nestlé, la maison mère, a massivement investi. On avait là Doris Leuthard qui est venue aussi célébrer la création d'emplois dans l'industrie en Suisse. On sait que la Suisse est un pays cher, néanmoins on a un groupe qui reste fidèle à son pays d'origine et qui continue d'investir et créer des emplois. Et puis pour l'anecdote, parce que ça me fait plaisir, j'ai mis cette image d'une machine, une édition limitée Nespresso qu'on a créée avec le designer lausannois Antoine Cahen pour célébrer la profonde suissitude de Nespresso, inventée par un fils d'agriculteur de Saint-Barthélemy qui a fait les PFL. Il a inventé Nespresso pour son épouse italienne pour lui amener un café d'exception à la maison, parce que je pense que le goût du café italien lui manquait. Et de cette idée, ensuite développée avec des codes de luxe très français, et puis un industriel immigré allemand basé en Suisse alémanique, on s'est mis à produire des machines à Amriswil, et puis finalement une star américaine, et vous avez une recette typiquement suisse qui fait qu'aujourd'hui la Suisse exporte plus de café que de fromage ou de chocolat, grâce à Nespresso et grâce à cette histoire. Je trouve que c'est une belle histoire et à mon sens, elle est typiquement suisse. Elle est enracinée dans notre environnement économique et social, mais en même temps, elle est très ouverte sur le monde et c'est ce qui explique quelquefois le côté génial de notre pays qui arrive à se réinventer sans cesse, à sortir des caricatures pour exporter des produits de qualité haut de gamme. Qu'est-ce qu'il dit, Mix? Non, ça devrait, on a du très bon DK aussi. Je vais passer maintenant à... j'ai eu quelques... Voilà. Respect du capital environnemental. Alors, ça peut paraître un peu conceptuel, mais aujourd'hui, il y a des outils, et notamment des outils fournis par des entreprises romandes comme Quantis, d'autres sont basés en Suisse alémanique, EMPA ou Carbotech, qui vous permettent, en tant que dirigeant d'entreprise, de mieux comprendre quel est l'impact environnemental de votre produit et de votre entreprise. Mais vraiment en faisant un bilan carbone, par exemple, ou un bilan eau, en partant, en l'occurrence chez nous, du champ de café et jusqu'à la fin de vie du produit, donc le recyclage. Ce qui est intéressant, c'est que
si vous ne faites pas de ce type d'études, vous risquez de vous tromper de cible. Alors, par exemple, chez Nespresso, le lieu commun, c'est de penser que le plus gros impact environnemental provient de la capsule. Tout le monde me le dit, c'est complètement faux. Je le pensais moi-même quand j'ai commencé à travailler chez Nespresso, mais quand on s'appuie sur des études, on découvre que l'énergie qui est utilisée par la machine et puis la culture même du café dans les pays producteurs a beaucoup plus d'impact que la capsule en elle-même. Alors on voit ici, c'est une étude générique qui a été faite sur le café. La partie beige clair, c'est l'impact du packaging. Le brun, c'est le café lui-même. Et puis le orange, c'est l'impact donc du fait de chauffer de l'eau et d'utiliser de l'énergie pour chauffer de l'eau. Et puis en blanc, vous avez l'impact du lait si vous mettez du lait dans votre café. Vous voyez que le packaging a un impact nettement inférieur à ce qu'on croit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper, mais ça permet de fixer ses priorités. Finalement, c'est comme un compte de pertes et profits environnementaux qui vous permet d'orienter votre stratégie et de vous atteler à résoudre les vrais problèmes plutôt que d'adresser les problèmes perçus par tel journaliste ou tel voisin qui vous a fait un commentaire sur vos produits ou vos services. Donc il y a une vraie stratégie aujourd'hui pour développer minimiser l'impact environnemental de façon optimiste et stratégique. Ça a des effets positifs sur l'image de l'entreprise. On a eu une certaine couverture de presse aussi au sujet du fait que uniquement la capsule Nespresso était recyclable. Donc en tant que leader dans notre secteur, on n'a pas forcément que des amis, mais il y a aussi des aspects très positifs qui ressortent sur l'aspect environnemental de Nespresso, puisqu'on propose la seule capsule qui est recyclable. C'est ressorti clairement aussi que les énergies dites grises qui se cachent derrière le recyclage ne sont pas si importantes que ça. Vous voyez les deux barres vertes, là, c'est l'impact environnemental en clair d'une capsule non recyclée, jetée à la poubelle, et puis en vert foncé, recyclé. Donc on a un impact clairement positif aussi lorsqu'on recycle ces capsules. C'est pourquoi, en lisant ces études et en voyant que ça faisait du bien à l'image de notre entreprise, nous avons continué nos efforts dans le domaine du recyclage. On a 2600 points de collecte en Suisse répartis dans les communes et les points de vente. Et puis, après 3 ans de négociations fructueuses avec la Poste, on peut offrir aujourd'hui un nouveau service qui est favorable à l'image de notre entreprise et qui propose en plus à nos clients un avantage concurrentiel, c'est-à-dire qu'on livre et on récupère grâce à la Poste gratuitement les capsules à domicile. Vous posez vos capsules dans la boîte à lait, vous recevez un SMS pour vous rappeler de les poser et puis le facteur, au moment de la livraison, va récupérer ces capsules. Tout ça va ensuite être acheminé à Moudon, non loin d'ici, où le café va être séparé de l'aluminium. L'aluminium, bien entendu, sera recyclé. Le recyclage permet d'économiser 95% de l'énergie par rapport à la production primaire d'aluminium à partir de bauxite. Et puis ce qu'on sait un peu moins, c'est que le café lui-même est une matière extrêmement valorisable. C'est un fort pouvoir calorifique. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans le compostage à la Coulette, sur les Hauts-de-Belmont. Un autre monsieur Favre. Chaque fois qu'il me parle, j'ai l'impression de prendre un cours EPFL sur le compostage. Et il a développé des techniques pour développer des excellents composts, ainsi que ce qu'on appelle du biochar, que vous retrouvez dans les vignes du Lavaux, par exemple. Donc quand on pousse la logique très loin, on découvre que quand on va vraiment analyser sa chaîne de valeur jusqu'au bout, du bout, on se retrouve face à des histoires qui contribuent à une image sympathique de l'entreprise, mais qui font plaisir aussi à nous en tant qu'employés de cette entreprise. Je transforme le café en vin, voilà, c'est Jean-Luc Blondel qui l'a dit, vigneron du Lavaux. Alors je vous rassure, son vin n'a pas d'arrière-goût de café. Et puis ça donne lieu à des rencontres fantastiques entre des caféiculteurs colombiens, qui sont parmi nos meilleurs, on va dire, viticulteurs du café, qu'on a pu inviter dans les vignes du Lavaux et rencontrer des vignerons et découvrir qu'en fait, dans les terroirs du Lavaux, on fait pratiquement le même métier que dans certains terroirs de Colombie. C'est juste qu'en Colombie, c'est encore plus dur. Mais c'est un métier de passionné et de goût. Ça m'amène sur le respect du capital humain. Le respect du capital humain, c'est, pour prendre un exemple, alors évidemment la façon dont on se comporte entre collaborateurs, entre collègues, avec les collaborateurs dont on a la charge, mais c'est aussi la façon dont on se comporte avec les fournisseurs. Et là, je prends justement tout au début de la chaîne, les agriculteurs, les caféiculteurs. Ce sont des dizaines de milliers de caféiculteurs avec lesquels nous travaillons en partenariat depuis plus de 10 ans maintenant, dans le cadre du programme AAA pour une qualité durable. Parce que si vous voulez proposer un produit haut de gamme de très haute qualité avec les chiffres de croissance
qu'on a eu la chance d'avoir pour Nespresso, évidemment, à un moment donné, vous risquez d'avoir un problème d'offre et de demande. C'est-à-dire que la demande devient plus forte que la quantité de café que vous pouvez acheter sur le marché. Il n'y a que 1 à 2% de la production mondiale qui correspond à nos critères de goût et de qualité. Donc on est à quelque part condamné à faire du développement durable. C'est de l'altruisme intéressé. C'est bon pour tout le monde et c'est bon pour les affaires. Donc on a développé ce programme à l'international. Merci Mix. Je préparerai un petit remix après. Et donc là, on avait dans un village en Colombie la célébration de ces 10 ans du programme AAA pour une qualité durable, dans le cadre duquel on paye 30 à 40% de plus que la valeur moyenne du marché pour le café. Évidemment, la qualité a un prix, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a des programmes de formation extrêmement importants pour augmenter, par exemple, la productivité d'une exploitation agricole et évidemment la rendre durable, tant sur le plan de la qualité que sur le plan de l'environnement, que sur le plan simplement de la remise de l'exploitation de génération en génération. Il n'y a rien de plus beau que de voir un jeune agriculteur, je l'ai un peu plus loin, vous parler de la reprise de l'exploitation agricole de son père. Là, vous savez que vous avez tapé dans le mille parce que c'est assez rare, même en Suisse. On a donc développé ce programme encore plus loin en partenariat avec des ONG, parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même, il faut se faire aider. J'ai parlé des professionnels d'environnement, ici on parle des professionnels aussi, des modèles sociaux localement qui peuvent nous aider. C'est Rainforest Alliance, c'est Fairtrade, c'est TechnoServe qui est extrêmement développé en Afrique dans l'engineering durable et les traitements des eaux. Et ces partenaires nous ont amenés à créer des innovations qui, par-delà les innovations qu'on amène dans le domaine des machines et du café, nous permettent d'innover maintenant dans des modèles sociaux très intéressants. Ici, on a notre CIO, M. Jean-Marc Duvoisin, qui est donc notre président directeur général, qui célébrait le lancement d'un nouveau programme en Colombie, c'est-à-dire, on appelait ça le Farmer Future Program, c'est un fonds de pension pour les fermiers. La moyenne d'âge des fermiers en Colombie, elle est à 53 ans, sauf erreur. Et puis les perspectives, c'est de travailler finalement jusqu'à sa mort. Il n'y a pas de système de retraite. Donc l'idée avec le gouvernement colombien et puis Fairtrade Max Avelar, Fairtrade International, a été d'initier un projet pilote de fonds de pension pour les fermiers. Il y en a déjà 600 qui ont rejoint ce programme. Et je pense que ça, c'est des initiatives courageuses dont une entreprise et même la société qui l'accueille peut être fière. Je trouve ça éminemment suisse, finalement, d'essayer de reproduire certains modèles qui ont fait le succès économique de la Suisse dans des pays en voie de développement. Alors maintenant, on ne peut pas prétendre résoudre tous les problèmes. On ne peut pas se mettre, si vous voulez, toutes ces tâches sur le dos, mais de pouvoir y contribuer, je pense que c'est un motif de fierté pour les collaborateurs et aussi pour les clients qui, un jour, finissent par l'apprendre. Alors ça, évidemment, c'est des choses, vous ne pouvez pas le mettre dans une publicité. Ce n'est pas non plus l'idée, c'est du sujet trop sérieux. Il faut pouvoir en parler, comme je suis en train de le faire. Et puis après, c'est un peu le bouche à oreille qui fonctionne parce que les clients ou nos partenaires disent « Est-ce que tu savais, est-ce que tu avais entendu parler de ça ?» Et petit à petit, la réputation de l'entreprise s'enrichit et se construit. Là, c'est le jeune que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai pu aller que 2 fois dans des pays producteurs. Mon métier, c'est de vendre du café en Suisse, donc je me rends rarement dans les pays producteurs, mais j'ai rencontré ce jeune fermier au Costa Rica, et quand il m'a dit qu'il produisait « il mejor café del mundo », même si je ne parle pas l'espagnol, j'ai tout de suite compris qu'il était très fier. Et deuxièmement, il m'a expliqué avec des yeux qui brillaient, des grands mouvements de bras, qu'il allait racheter la plantation de son cousin qui ne fait pas du bon boulot, que lui, c'est la qualité, qu'il veut développer l'agritourisme, et qu'en gros, j'ai compris que son avenir, il le voyait dans le café et non pas en vendant l'exploitation agricole de son père pour aller vivre en ville. Et quand vous allez vers ce type de rencontre, vous comprenez qu'au-delà des chiffres, au-delà du demi-milliard que Nespresso a investi sur les 6 prochaines années dans le développement durable, vous avez des hommes qui y croient, qui vous respectent en tant qu'entrepreneurs parce qu'ils se sentent eux-mêmes respectés en tant que personnes dans la chaîne de valeur. Et ça, c'est une image forte pour moi. Je vais maintenant passer gentiment à la conclusion de ma présentation. Et par cette image symbolisée, en fait, aussi, maintenant, je vous ai parlé du quoi, du comment, et le pourquoi, finalement, il est résumé dans cette image. Le pourquoi, ce qui donne du sens, c'est quand vous buvez un café. Alors, tout d'abord, c'est parce que vous avez envie de vous faire plaisir. Donc, vous êtes un consommateur, comme ici, on a une charmante consommatrice qui se fait plaisir avec un petit luxe au quotidien, du Nespresso. Mais de temps en temps,
Peut-être qu'à l'avenir, j'espère que vous penserez aussi, au niveau intellectuel, c'est agréable de penser que c'est un plaisir qui a du sens. À quelque part, d'une certaine manière, il y a peut-être un paysan à qui ça fait plaisir aussi. Et ça, je trouve que c'est une belle image, et je souhaiterais que ça soit l'image de fin avant de passer aux questions-réponses. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Pascal Oettinger. Qui veut prendre la parole? Alors, monsieur ici au centre. Bonjour, Frédéric Viguin. Pour éviter toute polémique finalement, est-ce que vous n'envisagez pas de quitter l'aluminium comme support pour vos capsules? Parce que finalement, dans tout ça, c'est parfait, c'est presque parfait. J'espère mettre fin justement à la polémique aujourd'hui, c'est-à-dire que mais jamais, puisque seul l'aluminium est recyclable. Donc on est les seuls à avoir une capsule recyclable. Comme il y a un excellent système en place, en fait, on a non seulement le meilleur emballage pour protéger que vous achetiez un café de qualité, vous cherchez à le protéger de manière optimale de la lumière et de l'humidité, c'est ce que fait l'aluminium parfaitement. Et en fait, c'est vrai que pendant quelques années, on s'est un peu excusé d'utiliser de l'aluminium. Aujourd'hui, on le revendique pleinement pour des raisons de qualité et de durabilité. L'impact environnemental, vous avez pu le voir, il est moindre en utilisant notre capsule et en la recyclant qu'en utilisant peut-être d'autres systèmes. Donc, au contraire, on est extrêmement heureux, tant sur le plan qualitatif qu'environnemental, d'utiliser une capsule en aluminium. D'accord, merci. Juste encore une parenthèse. Bien sûr, il y en a qui sont des capsules, vous êtes pas mal copiés, hein, c'est plastique et autres. Mais il y a du biodégradable. Maintenant, j'ai vu des capsules qui sont biodégradables. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis par rapport à ça? Je vais vous poser une question en retour. À votre avis, il est mieux de rouler dans une voiture qui brûle 30 litres de biocarburant ou 10 litres de carburant normal? Personne n'a la réponse. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot bio que c'est forcément formidable. Il faut aller demander à Quantis, à EMPA ou à Carbotech de faire une analyse complète. À ce moment-là, vous découvrez les chiffres et vous comprenez, enfin, on a compris qu'on avait entre les mains la meilleure solution. Merci. Mais il y aura peut-être un jour une solution biodégradable qui sera franchement efficace. Mais là, dans le cas présent, on n'a pas du tout à rougir de notre bilan écologique. Alors, Stéphane Benoît Godet. Oui, bonjour Pascal. Juste peut-être une question, parce qu'ici, il y a très peu finalement de journalistes, il n'y a que des gens d'action, des entrepreneurs. Très simplement, quelque chose que tu as complètement raté, parce qu'on voit bien tout ce qui a été réussi par Nespresso, mais vraiment un truc où tu t'es vraiment planté. Je me suis vraiment Parce planté. que la vie d'entrepreneur, c'est quand même se planter, c'est d'avoir des échecs. Et des échecs qui sont finalement toujours positifs, enfin. Hein. Mais c'est vrai que ça nous ferait du bien d'entendre un peu de la vraie vie. Merci. Alors, non, je me suis raté sur plein de trucs. La chance que j'ai, c'est que justement, je suis depuis 15 ans chez Nespresso, donc ils m'ont pardonné beaucoup d'erreurs que j'ai pu commettre. Il faudrait que j'en sélectionne une, particulièrement parlante, mais j'ai commis beaucoup d'erreurs, je pense, comme tout jeune manager. Et j'ai eu la chance d'avoir un employeur qui m'a redonné chaque fois ma chance, parce qu'on a un principe, c'est que parfois on gagne et parfois on apprend. Du coup, il n'y a pas vraiment d'erreur. L'erreur est utile pour apprendre continuellement. C'est même un des credos que j'ai quand je suis confronté à des nouveaux collaborateurs à qui j'explique le fonctionnement de Nespresso. Donc une erreur, je peux dire, à un moment donné, je travaillais tellement que j'ai fini par brûler. Donc, pendant 4 semaines, j'étais en burn-out. C'était en 2007. Je ne parlerai pas vraiment d'une erreur parce que ça m'a été extrêmement utile par la suite pour mieux gérer mon énergie, m'entourer aussi des bonnes personnes pour m'aider à mieux gérer cette énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, un patron, surtout dans une PME, il a besoin de temps en temps aussi de pouvoir évacuer, il se sent seul. Et si on se laisse dans cette solitude, on commet une erreur. C'est pour ça que je dis, quand on a la pression, il faut aller en boire une. Vous en avez fait un titre une fois dans le bilan du reste, je m'en rappelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase. Non, il faut aller boire une bière avec un pote pour décompresser. C'est extrêmement important. Parce que quand on est à la tête d'une entreprise, on ne peut pas se permettre d'avoir un burn-out ou un coup de grisou. C'est dommageable aux collaborateurs. Donc heureusement, ça m'est arrivé à une époque où je n'étais pas en charge de 700 personnes. J'en ai appris beaucoup de choses. Et du coup, je peux espérer que ça ne m'arrivera plus parce que je suis maintenant équipé. Donc on pourrait parler, voilà, je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde aujourd'hui, vu l'intensité du travail qu'on a tous à fournir chaque jour. Merci. Alors, quelques secondes avant la prochaine question, on a l'habitude de relever les défis, d'ailleurs, ce forum en est un, mon cher Pascal. Et les sans alcool, je précise, pour ne pas perturber la suite des réponses.
Alors, de ce côté-ci, on avait demandé la parole. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Youssef Kamoun. Vous mettez en avant l'aspect recyclage. Ceci est peut-être valable en Suisse, mais dans beaucoup de pays émergents, en voie de développement, ce mot-là ne veut strictement rien dire. Alors vous avez raison, c'est un bon point. Donc, il y a des systèmes de recyclage qui fonctionnent très bien, par exemple en Allemagne, avec le Grüne Punkt. Il y a des systèmes qui ont été mis en place en France et dans d'autres pays. Le système s'étend de plus en plus et Nespresso va investir sur ces 6 prochaines années aussi massivement pour développer ce système de recyclage. Quand bien même, il faut faire du recyclage et pas de la recyclamania, c'est-à-dire que dans certains cas, quand les volumes sont trop confidentiels, ça n'a pas de sens au niveau écologique de mettre des systèmes en place. D'où l'intérêt de ces analyses de cycle de vie de produits que font des professionnels pour nous indiquer à quel moment ça vaut la peine de se pencher sur la réduction. C'est comme dans un compte de pertes et profits, à un moment donné, si une ligne de budget, de coût représente du gaspille, mais que ce gaspille, c'est quelques centaines de francs par année, vous n'allez pas perdre votre temps là-dessus. Il vaut mieux s'adresser sur les grosses lignes, les grosses problématiques. Donc on est assez pragmatique et on ne fonctionne pas de manière idéologique par rapport au recyclage. C'est sûr que c'est bon pour l'image, mais il ne faut pas faire n'importe quoi juste pour se donner bonne conscience. Il faut que ça ait du sens. Et c'est pour ça que je dis que c'est une équation entre respect du capital environnemental et du capital financier. Il faut que ça fonctionne. Merci. Il y avait une autre question sur le devant de la table. Oui. Merci, Jean-François Besson. D'une façon générale, Nestlé fabrique dans les pays, en tout cas dans beaucoup de pays où sont consommés. Si mes informations sont exactes, ce n'est pas forcément le cas de Nespresso. Puis je crois savoir que pratiquement toute la production de capsules n'est fabriquée qu'en Suisse. Qu'est-ce qui fait cette philosophie-là? C'est un peu difficile de parler au nom du groupe Nestlé, mais dans le cas présent, je dirais que non seulement ce n'est pas presque toute la production, c'est 100% des capsules Nespresso sont produites ici, dans la région. C'est même plus qu'en Suisse, c'est dans la région, c'est entre Orbe, le premier centre de production, Avanches, qui a encore été agrandi, et puis Romont. Donc, c'est la raison pour laquelle la Suisse exporte plus de café que de fromage et de chocolat. C'est que Nespresso a contribué ces 10 dernières années à faire exploser les exportations de café en valeur dans le monde. Et le choix du groupe Nestlé et de Nespresso International pour la Suisse, c'était d'abord la qualité de la main-d'œuvre, la qualité de la formation, parce que quand on produit un produit à forte valeur ajoutée haut de gamme, il faut aussi avoir des experts sur les lignes. Ce n'est pas juste des ouvriers d'usine. On a des véritables experts sur les lignes qui peuvent faire des tests à tout moment. Ce sont des centaines de tests sur les lignes avant, après, pendant, à la fin. Et c'est seulement comme ça que nous pouvons garantir à des millions de consommateurs à travers le monde une qualité impeccable. Et ça trouve aussi ses racines dans la formation et la qualité de la main-d'œuvre. Donc, quand la décision a été prise pour le 2e centre de production, je me souviens, cette question était déjà venue. Et clairement, là aussi, c'était l'idée d'avoir un transfert de compétences du centre de production d'Orbe vers celui d'Avanches, non loin de là. Monter des équipes de plusieurs centaines de personnes, ça demande beaucoup de formation. Évidemment, d'utiliser l'expertise des collaborateurs existants, ça aide beaucoup. Donc, il y a aussi cette proximité géographique. Puis maintenant, la Suisse, c'est un peu le centre de gravité de Nespresso. Les volumes se font essentiellement encore en Europe. Le marché américain va se développer et peut-être qu'un jour, il y aura un centre de production ailleurs. Mais pour l'instant, le centre de gravité à la volonté de Nestlé, c'est d'investir. Et je peux vous assurer que c'est des sommes importantes en Suisse pour tout ce qui est production Nespresso. Merci. Alors, de ce côté-ci. Oui, je voulais juste vous remercier pour tout le plaisir que nous avons quand nous dégustons un si bon café. On tâchera de transmettre vos remerciements aux 80 000 fermiers qui travaillent dans le programme AAA. Ça va être un peu compliqué, mais peut-être avec les réseaux sociaux du futur, on y arrivera. Mais j'y pense. Merci. Alors, une dernière question. Qui veut la poser? Alors, ici, un micro au centre. Voilà. Monsieur Oettinger, je suis très touché par le fait que ces fermiers sont heureux. Et puis, on a pu voir cette image de ces gens qui ont vraiment un plaisir de travailler pour vous. J'espère que c'est la vérité parce que j'ai vu il y a quelques semaines le film sur Nestlé et sur l'eau.
qui, par rapport aux promesses qui ont été faites, on a vu des désastres écologiques dans plusieurs pays. Alors j'espère que vous avez dit la vérité et que cette image qu'on a vue sur l'eau ne va pas se répéter. Merci. Alors, je pense que ce n'était pas une question, mais plutôt une remarque. Je vais quand même rebondir Qui là-dessus. mérite une réponse. Je ne voudrais pas non plus idéaliser la situation. Il suffit même d'aller voir un agriculteur en Suisse pour comprendre que la vie d'un agriculteur, elle n'est pas simple. Donc, il en va de même, voire plus difficilement encore dans des pays producteurs. D'autre part, les fermiers qui travaillent avec Nespresso ne travaillent pas exclusivement pour Nespresso, ils travaillent aussi pour d'autres. Mais les vertus du programme AAA, c'est de les amener à produire une plus haute qualité. Une partie est achetée par Nespresso avec des primes, et l'autre partie va aussi monter en qualité, peut être revendue à d'autres marques de café, d'autres entreprises qui a des effets bénéfiques. Maintenant, la vie d'un agriculteur, ça reste difficile. Il y a des fluctuations sur le marché du café, sur le prix des matières premières qui impactent les gens. La plupart n'ont pas de fonds de retraite, comme je l'évoquais avant, donc il y a encore énormément de chemin à faire avant que des personnes qui travaillent comme fermiers dans le café puissent avoir une qualité de vie comparable à celle qu'on a. Il ne faut pas se leurrer, c'est évident. Je ne voudrais pas non plus idéaliser la situation, mais l'important, c'est qu'on bouge dans la bonne direction et qu'on tend vers un idéal qu'on n'atteindra jamais. Mais l'important, c'est d'avancer dans cette direction et de faire des gestes forts et concrets. C'est ce que fait Nespresso. Merci. Je vous prie d'applaudir Pascal Lottinger pour cette belle transparence. Merci.